La lumière filtrait à travers les vitraux de la cathédrale parisienne, projetant des éclats de saphir et de rubis sur les dalles de marbre froid. L'orgue jouait une marche nuptiale majestueuse, un son qui semblait écraser l'âme de Camille sous son poids solennel. Vêtue d'une robe de créateur qui valait une fortune, elle se sentait prisonnière d'un rêve qui n'était pas le sien. À ses côtés, Laurent, son fiancé, incarnait la perfection glaciale de l'alliance de leurs deux empires familiaux. Son visage était un masque de satisfaction, le visage d'un homme qui acquérait non pas une épouse, mais le joyau le plus précieux de sa collection. Camille sentait le tissu lourd de son voile sur son visage, une barrière fragile entre elle et le destin scellé qui l'attendait à l'autel. Chaque pas vers cet homme était une trahison envers la jeune femme qu'elle avait été, celle qui croyait encore que l'amour ne pouvait être ni acheté ni négocié. Le parfum des lys blancs et de l'encens emplissait l'air, une odeur douceâtre qui lui donnait la nausée, le parfum même de son sacrifice. Alors que le prêtre commençait son sermon, une onde de choc parcourut l'assemblée. Les lourdes portes de chêne de la cathédrale s'ouvrirent à la volée avec un bruit fracassant, brisant le silence sacré. Un homme se tenait sur le seuil, une silhouette sombre découpée dans la lumière crue de l'extérieur, le souffle court comme s'il avait couru un marathon. C'était Édouard. Pas le prince que le monde connaissait, mais l'homme qu'elle avait aimé en secret. L'homme qu'elle croyait être un simple artiste sans le sou. Son regard brûlant ignora les centaines de visages scandalisés pour se fixer uniquement sur elle. Il avança dans l'allée centrale, ses pas résonnant comme des coups de tonnerre, chaque foulée un défi lancé à cette mascarade de bonheur. La haute société parisienne, pétrifiée sur les bancs, retenait son souffle. Laurent se crispa, sa main se resserrant sur le bras de Camille. Mais c'était trop tard. Le chaos venait d'entrer dans le sanctuaire, et il avait le visage de son plus grand regret. Édouard s'arrêta devant l'autel, son regard une tempête d'émotions contradictoires, colère, désespoir, et un amour si possessif qu'il en était terrifiant. D'un geste qui défiait toutes les conventions, il tendit la main et souleva le voile de Camille, révélant son visage pâle et ses yeux écarquillés. Le monde sembla s'effacer, ne laissant que ce face-à-face silencieux. « Ne fais pas ça, Camille !» Sa voix était un murmure rauque, mais elle porta dans toute la nef. « Ne te sacrifie pas pour eux. » Il ne la suppliait pas, il lui ordonnait de se souvenir de qui elle était. La tension était insoutenable, une corde tendue entre le devoir et le désir, entre la sécurité d'une vie arrangée et le saut terrifiant dans l'inconnu. Si cette histoire, suspendue à un seul regard, a déjà commencé à toucher votre cœur, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre et laissez un j'aime pour soutenir Camille dans son choix impossible, car ce n'était que le début de leur véritable épreuve. Sans attendre sa réponse, Édouard saisit sa main. Le contact de sa peau chaude contre la sienne, glacée, fut comme une décharge électrique. Il ne lui laissait pas le choix, il la revendiquait. Laurent laissa échapper un cri de fureur, tentant de la retenir, mais la détermination d'Édouard était absolue. Il tira doucement Camille, l'entraînant loin de l'autel, loin de son fiancé humilié. Les murmures choqués se transformèrent en clameurs alors qu'il courait dans l'allée, le long voile de Camille flottant derrière elle comme un fantôme de la vie qu'elle abandonnait. Les flashs des photographes crépitèrent à l'extérieur, immortalisant le scandale du siècle. L'héritière, la plus en vue de France, enlevée à son propre mariage par un mystérieux étranger. Ils s'engouffrèrent dans une voiture noire qui attendait, moteur vrombissant, et disparurent dans les rues de Paris, laissant derrière eux une cathédrale en émoi et un empire familial au bord du gouffre. Le silence dans l'habitacle de la voiture était plus assourdissant que les cris qu'ils avaient laissés derrière eux. Camille, le corps tremblant de choc et de colère, fixait le défilement des rues parisiennes sans vraiment les voir. Sa robe somptueuse semblait désormais ridicule, un costume de scène pour une pièce qui venait de se terminer de la manière la plus brutale qui soit. À côté d'elle, Édouard tenait le volant, les jointures de ses doigts blanches de tension. Son profil, autrefois source de tant de tendresse, lui paraissait maintenant celui d'un ravisseur arrogant. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la cathédrale, se contentant de conduire à une vitesse vertigineuse, comme s'il fuyait non seulement la famille de Camille, mais ses propres démons. Elle sentait les larmes de rage monter, mais son orgueil les retenait prisonnières. Qui était cet homme pour décider de sa vie? Qui était-il pour détruire en un instant des mois de négociations,
pour ruiner la réputation de sa famille au nom d'un amour qu'il avait lui-même abandonné. Ils arrivèrent enfin devant les grilles imposantes d'un château qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées, une forteresse de pierre dominant la campagne. C'est là qu'il coupa le moteur. Le silence devint encore plus lourd. Édouard se tourna enfin vers elle, et pour la première fois Camille vit la vulnérabilité percer son masque de détermination. Ses yeux la suppliaient de comprendre ce que les mots ne pouvaient encore expliquer. « Je sais que tu me hais en cet instant, » dit-il d'une voix brisée, « mais je ne pouvais pas te laisser devenir la femme d'un autre, pas toi. » Il attendait d'elle, non pas son pardon, mais simplement qu'elle l'écoute. Elle se tenait là, prisonnière dans un palais doré, le cœur en guerre entre la haine pour son audace et le souvenir lancinant de l'homme qu'elle avait aimé. Comment en était-elle arrivée là? Comment cet homme, qu'elle avait connu sous un tout autre visage, avait-il pu faire voler en éclats son monde? Pour le comprendre, il fallait remonter le temps, à 1 an plus tôt, quand un simple regard dans un bistrot parisien avait tout commencé. 1 an avant ce jour maudit, avant que les portes d'une cathédrale ne deviennent les barreaux de sa cage dorée, Camille était une toute autre femme. Elle n'était pas l'ombre silencieuse marchant vers un autel, mais une flamme vive qui dansait au cœur de Paris. Son rire résonnait dans les galeries d'art du Marais, ses doigts effleuraient avec une connaissance intime les toiles des maîtres anciens et les sculptures des nouveaux prodiges. L'empire de sa famille, un conglomérat financier puissant, était pour elle un lointain bruit de fond, une forteresse dont elle s'échappait pour respirer l'air véritable de la ville. Elle se rêvait conservatrice de musées, entourée de beauté et d'histoire, loin des bilans comptables et des alliances stratégiques. Elle portait des robes simples, préférait les bistrots anonymes aux restaurants étoilés et croyait encore, avec la naïveté de sa jeunesse, que son cœur serait le seul à décider de son avenir. C'était une princesse qui ignorait le poids de sa propre couronne, une héritière qui ne désirait rien de plus que la liberté d'être simplement elle-même, loin des attentes qui commençaient déjà à l'enserrer. Puis, le monde qu'elle connaissait s'est fissuré. La chute fut aussi soudaine que brutale, un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Un investissement désastreux, une trahison orchestrée dans l'ombre par un rival impitoyable, et l'empire familial vacilla sur ses fondations. Les murmures inquiets dans les couloirs du manoir remplacèrent les éclats de rire. Le visage de son père, autrefois l'incarnation de la puissance et de la confiance, se creusa de lignes de désespoir. Camille vit la panique dans ses yeux, cette peur primitive de tout perdre qui glace le sang. Les téléphones sonnaient sans cesse, porteurs de mauvaises nouvelles, chaque appel un clou de plus sur le cercueil de leur fortune. La lumière dorée qui baignait leur vie s'était ternie, remplacée par une pénombre angoissante. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds, la réalité luxueuse dans laquelle elle avait grandi, se désagrégeant comme un château de sable face à la marée montante de la ruine. Le parfum du succès avait laissé place à l'odeur âcre de la défaite, une senteur qui imprégnait les murs et les âmes. La disgrâce fut publique, un spectacle cruel pour la haute société parisienne qui se délectait de leur chute. Les journaux à scandale s'emparèrent de l'histoire, publiant des photos de leur demeure avec des titres assassins qui la dépeignaient, elle, comme une princesse déchue, une héritière dont le brillant avenir s'était éteint. Les amis d'hier traversèrent la rue pour ne pas avoir à les saluer, les invitations se tarirent et le silence devint leur compagnon le plus fidèle. Le grand manoir semblait soudain trop vaste, ses pièces vides faisant écho à leur solitude. Camille errait dans les couloirs, frôlant les meubles recouverts de draps blancs, témoin silencieux d'une opulence passée et bientôt vendue aux enchères. Elle portait le poids de la honte de son père sur ses frêles épaules, voyant son reflet dans les miroirs comme celui d'une étrangère. Elle n'était plus Camille, la matrice d'art pleine de vie, mais le symbole vivant de l'échec de sa lignée. C'est dans ce désert émotionnel qu'elle a commencé à forger une nouvelle armure, faite non plus de soies et de diamants, mais d'une fierté blessée et d'une détermination silencieuse. C'est alors que Laurent est apparu, non comme un amant, mais comme un créancier. Sa famille, rivale de longue date mais immunisée contre la crise, a vu dans leur malheur une opportunité en or. La proposition fut présentée à Camille, non pas dans un écrin de velours, mais sur le papier glacé d'un contrat d'affaires. Un mariage. Son union avec Laurent effacerait les dettes, sauverait l'entreprise de la faillite et restaurerait l'honneur de leur nom. Son père,
l'ombre de lui-même, la supplia du regard, un regard qui mêlait amour et culpabilité. Il lui demandait de sacrifier son bonheur pour sauver leur héritage. La pièce semblait se rétrécir autour d'elle, l'air devenant irrespirable. Ce n'était pas une demande, c'était une condamnation. Elle devait choisir entre sa propre vie et la survie de sa famille. La porte de sa cage venait de se refermer, et la clé était entre les mains d'un homme qu'elle ne désirait pas. Un homme dont le sourire froid ne promettait qu'une vie de devoir et de solitude. Sa vulnérabilité était désormais sa monnaie d'échange. Étouffée par le poids de ce pacte, Camille a cherché une dernière bouffée d'air pur avant de sombrer. Elle avait besoin de se souvenir de qui elle était sans son nom, sans son titre d'héritière déchue ou de fiancée sacrifiée. Un après-midi, elle a poussé la porte d'un petit bistrot de Montmartre, un lieu authentique où personne ne la connaîtrait. Sur une impulsion, elle a demandé du travail. Le propriétaire, un homme bourru au cœur tendre, l'a engagée comme serveuse. Pour la première fois de sa vie, elle noua un tablier rêche autour de sa taille, sentit l'odeur du café fraîchement moulu et du pain chaud et la chaleur simple du contact humain. C'était sa cachette, son sanctuaire. Chaque table qu'elle nettoyait, chaque commande qu'elle prenait, était un acte de rébellion silencieuse. Elle se dépouillait de son ancienne vie, se lavait de la honte et de la pitié. Dans ce petit monde à l'abri des regards, elle n'était que Camille, une jeune femme qui gagnait sa vie, une princesse déguisée en soubrette, trouvant une dignité inattendue dans la simplicité et l'anonymat. C'est là, dans ce havre de paix précaire, que son destin attendait de basculer une nouvelle fois. Un soir de pluie, alors que les lumières de la ville se reflétaient sur les pavés mouillés, elle se sentait particulièrement seule. Le bistrot était calme, une douce mélancolie flottait dans l'air, portée par les notes d'un accordéon lointain. Elle essuyait le comptoir, le regard perdu dans le vide, son esprit oscillant entre la résignation face à son mariage imminent et le rêve fugace d'une autre vie. Le tintement de la cloche au-dessus de la porte l'attira de sa rêverie. Un homme entra, secouant la pluie de son manteau sombre. Il ne ressemblait à aucun des clients habituels. Il y avait en lui une assurance tranquille, une intensité qui semblait absorber toute la lumière de la pièce. Il leva les yeux et son regard croisa le sien. Ce ne fut pas un simple regard, c'était une reconnaissance, une collision d'âmes qui arrêta le temps. En cet instant, Camille sentit que le fragile équilibre qu'elle avait trouvé était sur le point d'être anéanti, non par la menace de son futur mariage, mais par la promesse dangereuse qui brillait dans les yeux de cet inconnu. Il s'approcha lentement, se déplaçant avec une grâce féline qui détonnait dans la simplicité rustique du bistrot. Chaque pas semblait calculé, chaque mouvement empreint d'une autorité naturelle qui faisait taire les murmures alentour. Il choisit une table isolée dans un coin sombre, mais son regard ne quitta jamais Camille, la suivant dans ses allées et venues, comme un prédateur observe sa proie. Elle sentit ce regard sur sa peau, une brûlure qui traversait son tablier et ses couches de résignation. Quand elle vint enfin prendre sa commande, le carnet tremblant entre ses doigts, elle dut lever la tête pour affronter ses yeux. Ils étaient d'un bleu profond, presque orageux, et contenaient une intelligence vive et une pointe de mélancolie qui la déstabilisa complètement. Il ne commanda pas tout de suite, se contentant de la dévisager, comme s'il lisait les chapitres secrets de son âme. Le silence s'étira, vibrant d'une tension palpable, un duel muet où elle se sentait à la fois exposée et étrangement comprise. Cet homme n'était pas un client, c'était un événement. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était basse et grave, un timbre qui semblait faire vibrer l'air autour d'eux. « Un café noir, s'il vous plaît ». Les mots étaient simples, mais la manière dont il les prononça était une caresse et un défi. Puis il ajouta, sans la moindre hésitation, « Ce tablier ne vous va pas. Il éteint la lumière dans vos yeux. » La remarque fut si directe, si intime, qu'elle la reçut comme un coup. La colère monta en elle, une vague protectrice contre cette intrusion. Qui était-il pour la juger, pour prétendre la connaître? Elle voulut lui répondre avec le sarcasme glacial qu'elle réservait aux clients trop familiers, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Il avait vu juste. Il avait vu la princesse sous les haillons de la serveuse, la captive derrière le masque de l'indifférence. Elle se contenta de hocher la tête, le visage fermé, et tourna les talons pour aller préparer son café, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait son regard la suivre, un poids insistant qui la forçait à prendre conscience de la cage qu'elle s'était elle-même construite.
Quand elle revint avec la tasse fumante, il n'avait pas bougé. Il la regardait comme s'il l'avait attendue toute sa vie. « Je ne voulais pas vous offenser, » reprit-il doucement, son ton s'étant adouci. « C'est juste que je vous ai déjà vu. Au musée d'Orsay, il y a quelques mois, vous étiez devant une toile de Monet et vous aviez l'air d'être la seule personne au monde à comprendre ce que le peintre avait voulu dire. Vous étiez vivante. » Ces paroles étaient un baume sur une blessure qu'elle ignorait avoir. Il se souvenait d'elle, non pas de l'héritière déchue, mais de la femme passionnée par l'art. Cette reconnaissance inattendue fit s'effondrer une partie de ses défenses. Elle posa la tasse sur la table, ses doigts frôlant les siens par accident. Un frisson la parcourut. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un la voyait réellement. Il n'était pas un prince charmant venu la sauver, mais peut-être, juste peut-être, un miroir qui lui rappelait qui elle avait été avant de tout perdre. Leur conversation s'installa, fragile et hésitante au début, puis de plus en plus profonde. Il s'appelait Édouard. Il ne parla pas de palais ni de couronne, mais il lui confia son propre sentiment d'emprisonnement, la pression d'un destin tracé par d'autres, le poids d'un nom trop lourd à porter. Il parlait avec une passion qui faisait écho à la sienne, une soif de beauté et d'authenticité qu'elle croyait être la seule à ressentir. Sous son apparence d'homme sûr de lui, elle découvrit une vulnérabilité qui la toucha au plus profond de son être. Ils étaient deux étrangers partageant la même solitude, deux âmes en exil dans leur propre vie. La pluie redoubla d'intensité à l'extérieur, isolant leur table dans une bulle hors du temps. Elle oublia les clients, son fiancé, le contrat qui scellait son avenir. Dans les yeux de cet homme, elle retrouvait un éclat de sa propre lumière, une promesse de liberté qu'elle n'osait plus espérer. L'attraction entre eux n'était plus seulement physique, elle était devenue une connexion intellectuelle et émotionnelle vertigineuse. Soudain, il posa sa main sur la sienne, par-dessus la table en bois usé. Son contact était chaud, ferme, une ancre dans la tempête de ses émotions. « Ne faites pas ça, Camille », murmura-t-il, son regard intense la clouant sur place. « Je ne sais pas ce qui vous pousse à vous cacher ici, ni quel sacrifice vous vous apprêtez à faire, mais je le vois dans vos yeux. C'est une erreur. » Son intuition était si précise qu'elle en eut le souffle coupé. Il ne pouvait pas savoir, et pourtant il savait tout. Il se leva alors, dominant la petite table de toute sa hauteur. « Venez avec moi, juste pour 1 heure. Laissez ce tablier, laissez ce café, et venez marcher sous la pluie. Laissez-moi vous rappeler le goût de la liberté, ne serait-ce que pour un instant. » C'était plus qu'une invitation, c'était un ultimatum lancé à son âme. Il lui offrait une échappatoire, une folie, une dernière chance de se choisir elle-même avant qu'il ne soit trop tard. La peur se mêlait à un désir irrépressible de dire oui, de tout envoyer valser pour cet inconnu qui semblait la comprendre mieux que quiconque. Son cœur et sa raison se livrèrent une bataille silencieuse et féroce. Le visage de son père, brisé par la honte, se superposa à celui, froid et calculateur, de Laurent. Le devoir l'appelait à l'ordre, lui hurlant de rester, de refuser cette proposition insensée qui pouvait tout détruire. Mais le regard d'Édouard lui promettait autre chose, une bouffée d'air, un moment de vérité. Pour lui, elle était une reine déguisée, une flamme qu'il voulait ranimer. Pour elle, il était une tempête magnifique, à la fois terrifiante et exaltante. Lentement, comme dans un rêve, ses mains se portèrent à son dos et dénouèrent les liens de son tablier. Le tissu rêche glissa et tomba sur le sol, un geste lourd de sens, un acte de rébellion silencieux. Sans un mot, elle se leva et se dirigea vers la porte, le menton haut. Elle ne regarda pas en arrière, sentant simplement sa présence derrière elle. Elle avait accepté son défi. Elle allait prendre cette heure, ce fragment de vie volé au destin, et affronter la pluie et l'inconnu à ses côtés. Le monde extérieur les attendait. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une odeur de terre mouillée et de promesses brisées. Ils marchaient en silence sur les pavés luisants de Montmartre, l'heure volée s'étirant dans une tension exquise. Édouard la conduisit non pas vers une voiture modeste, mais vers une berline de luxe noire discrètement garée dans une ruelle. Ce fut le premier indice, la première note discordante dans la symphonie de leur rencontre. Camille sentit un frisson la parcourir, qui n'était pas dû au froid. L'homme qui lui avait parlé de liberté et d'authenticité appartenait à un monde de privilèges qu'elle avait fui.
Le tablier abandonné sur le sol du bistrot lui sembla soudain un geste naïf, une rébellion d'enfant. Alors qu'il lui ouvrait la portière, son geste galant ressemblait moins à une invitation qu'à une capture. Elle entra, le cœur lourd d'un pressentiment, sentant que la pluie n'avait fait que laver la surface d'un secret bien plus profond et dangereux. Le monde simple du bistrot s'éloignait déjà, remplacé par le silence feutré et l'odeur de cuir d'un autre type de cage. La voiture glissa à travers Paris, traversant des quartiers où chaque bâtiment suintait l'histoire et le pouvoir. Camille restait silencieuse, observant le profil d'Édouard qui se découpait sur les lumières de la ville. Le peintre passionné, l'âme en exil, s'effaçait peu à peu pour laisser place à un homme d'une assurance redoutable, un homme habitué à obtenir ce qu'il désirait. Son orgueil blessé commença à se réveiller, se mêlant à la fascination qu'il exerçait sur elle. Elle n'était pas une demoiselle en détresse à sauver. Elle était une femme qui avait fait un choix, aussi douloureux soit-il. L'audace de cet homme qui avait percé ses défenses avec une telle facilité commençait à lui apparaître comme une forme de manipulation. Elle se redressa sur son siège, son armure se reforgeant pièce par pièce. Elle n'allait pas échanger une prison pour une autre, même si les barreaux de celle-ci étaient dorés et le geôlier doté d'un regard capable de faire fondre la glace. La bataille silencieuse pour son âme ne faisait que commencer. Ils arrivèrent devant les grilles monumentales d'un hôtel particulier dans le 7e arrondissement, une forteresse de pierre haussmannienne protégée des regards indiscrets. Le portail s'ouvrit sans un bruit, révélant une cour d'honneur et une façade illuminée qui rivalisait avec un palais. C'est là qu'il brisa le silence. « Bienvenue chez moi », dit-il, sa voix neutre ne trahissant aucune émotion. Mais pour Camille, ces mots sonnèrent comme une sentence. Ce n'était pas l'atelier d'un artiste fauché, c'était le bastion d'un magnate, ou pire. À l'intérieur, le luxe était écrasant mais sobre, un mélange d'antiquités précieuses et d'art contemporain. Une femme âgée, droite comme un i, les attendait dans le hall. Son regard d'acier balaya Camille de la tête aux pieds avec un dédain à peine voilé. « Édouard », sa voix était aussi tranchante que son regard. « Tu nous avais prévenu que tu ramènerais une invitée, mais tu as omis de mentionner qu'elle serait. » À inapproprié. C'était la duchesse Isabelle, sa tante, la gardienne des traditions et de l'honneur de leur nom. Édouard ignora la remarque empoisonnée, son attention entièrement tournée vers Camille. « Isabelle, voici Camille. Elle reste ici. » Ce n'était pas une demande, c'était un décret. La duchesse pinça les lèvres, mais ne contesta pas ouvertement son autorité. Cependant, son hostilité emplit la pièce, un froid plus mordant que la nuit parisienne. Camille sentit tous les regards sur elle, ceux des domestiques silencieux, celui de la duchesse et surtout celui d'Édouard, qui la défiait de flancher. Elle comprit alors la nature du conflit qui se jouait. Elle n'était pas seulement une femme qu'il désirait, elle était une déclaration de guerre, un pion dans son propre jeu de pouvoir contre sa famille. Refusant de se laisser intimider, elle releva le menton et soutint le regard de la duchesse. « Bonsoir, madame. » Sa voix était calme, mais portait une fermeté qui surprit les deux autres. « Je crains que mon séjour ne soit bref. Je ne suis pas une invitée, mais une prisonnière. » La déclaration jeta un froid, transformant le hall de marbre en champ de bataille. Les jours qui suivirent furent une guerre de nerfs feutrés, une succession de repas silencieux et de couloirs où les regards pesaient plus lourds que les mots. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle avait franchi cette porte. Une semaine où elle vivait dans une opulence qu'elle avait connue autrefois, mais qui avait désormais le goût amer de la captivité. Édouard la traitait avec une courtoisie distante, partagée entre le désir de la conquérir et la frustration face à sa résistance passive. Il lui avait offert des robes de créateur qu'elle laissait dans leur boîte, préférant porter les vêtements simples avec lesquels elle était arrivée. Il l'invitait à des promenades dans les jardins privés qu'elle déclinait poliment. Sa seule arme était le silence, un refus obstiné de participer à la mascarade qu'il tentait d'imposer. La duchesse Isabelle, quant à elle, ne manquait jamais une occasion de lui rappeler sa place, ou plutôt son absence de place dans leur monde. La tension entre Camille et Édouard était un fil tendu au-dessus d'un abîme, vibrant d'une attraction réprimée et d'un ressentiment palpable. Le point de rupture arriva un soir, alors qu'il la trouva dans la bibliothèque, le seul endroit où elle trouvait un semblant de paix. Il tenait une invitation à la main,
un carton épais gravé d'armoiries qu'elle ne reconnut pas. « Le bal annuel de la Rose Blanche a lieu dans 3 jours, annonça-t-il sans préambule. « C'est l'événement le plus important de la saison. Tu y assisteras à mon bras. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. C'était l'ordre final, la manœuvre qui allait la forcer à sortir de sa tour d'ivoire. Pour lui, c'était une nécessité stratégique, une façon de présenter un front uni et de faire taire les rumeurs qui commençaient à gronder après l'incident du mariage. Pour elle, c'était l'humiliation suprême. Être exhibée comme un trophée, la maîtresse du prince, la femme qui avait brisé ses fiançailles pour se jeter dans les bras d'un homme encore plus puissant. C'était la situation qui allait mener à sa chute publique, une épreuve par le feu devant l'élite de la nation, et elle le savait. La trêve tacite était rompue, la guerre était officiellement déclarée. Les 3 jours s'étaient écoulés comme une condamnation à mort. La tension dans l'hôtel particulier était devenue si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le soir du bal de la Rose Blanche, une robe de soie bleu nuit, aussi sombre que le regard d'Édouard, attendait Camille dans sa chambre. C'était une armure magnifique, mais une armure tout de même. En descendant le grand escalier, elle sentit tous les yeux se poser sur elle. Un mélange d'admiration et de curiosité malsaine. Édouard l'attendait en bas, impérial dans son smoking, mais son visage était un masque de marbre. Il lui prit le bras, sa poigne ferme et possessive, et la guida vers la voiture sans un mot. Le trajet se fit dans un silence glacial. À leur arrivée, les flashs des photographes crépitèrent, une tempête de lumière qui la fit reculer. Elle n'était pas son invitée, elle était son scandale et il s'apprêtait à la jeter en pâture aux loups de la haute société. Elle sentait le poids de centaines de regards la déshabiller, la juger, la condamner avant même qu'elle n'ait pu prononcer un mot. La salle de bal était un tourbillon étincelant de diamants, de soie et de faux sourires. L'orchestre jouait une valse viennoise, mais pour Camille, la musique ressemblait à une marche funèbre. Chaque personne qu'il croisait s'inclinait devant Édouard, mais jetait sur elle un regard où se lisaient le mépris et l'envie. Elle était l'intruse, la femme qui avait osé perturber l'ordre établi. Elle se tenait droite, le menton haut, jouant un rôle qu'elle haïssait, celui de la maîtresse triomphante. C'est alors qu'elle le vit. Laurent. Il se tenait près d'une colonne de marbre, un verre de champagne à la main, l'observant avec un sourire prédateur. Il n'avait pas l'air d'un homme humilié, mais d'un général sur le point de remporter la bataille décisive. Lentement, il se fraya un chemin à travers la foule, son regard ne quittant jamais le sien. Une vague de froid glacial parcourut Camille. Elle savait que ce n'était pas une coïncidence. La véritable épreuve ne faisait que commencer, et l'arène était cette salle de bal dorée, transformée en colisée pour son exécution publique. Laurent les atteignit, son sourire s'élargissant en une expression de fausse sympathie. « Édouard, mon ami », sa voix était suave, mais portait assez loin pour que le cercle d'invités curieux qui s'était formé autour d'eux puisse entendre. « Je vois que tu as amené ta dernière acquisition. J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. » Sans attendre de réponse, il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « Je pensais que tu devrais voir ceci, par pure sollicitude, bien sûr, pour t'éviter une humiliation plus grande encore. » De l'enveloppe, il tira une série de photographies qu'il tendit à Édouard. Les images étaient choquantes, montrant Camille dans les bras d'un autre homme, des clichés intimes qui suggéraient une liaison passionnée et secrète. C'était un montage grossier, un mensonge flagrant, mais dans la lumière crue des lustres, pour un esprit déjà en proie au doute, l'illusion était parfaite. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Le piège venait de se refermer. Le monde de Camille s'arrêta. Tout son être se concentra sur le visage d'Édouard. Elle attendait qu'il rie, qu'il déchire ses mensonges, qu'il la défende avec la même ferveur qu'il avait mise à l'arracher de l'autel. Ses yeux suppliaient les siens de voir au-delà du subterfuge, de se souvenir d'elle, de leur connexion dans ce petit bistrot. Mais ce qu'elle vit dans son regard la brisa en 1000 morceaux. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, un battement de cils. Mais c'était là, le doute, un poison noir qui assombrit ses prunelles. Il regarda les photos, puis la regarda elle. Et dans cet instant de silence assourdissant, son hésitation fut une trahison plus profonde que n'importe quelle insulte. Il ne la croyait pas, ou du moins, une partie de lui, l'homme élevé dans la méfiance et l'orgueil,
ne la croyait pas. Pour Camille, la salle de bal, les regards méprisants, les mensonges de Laurent, tout disparut. Il n'y avait plus que ce silence, cet abîme de méfiance qui venait de s'ouvrir entre eux, et elle sut qu'elle était tombée dedans. La douleur fut si vive, si tranchante, qu'elle lui coupa le souffle. Mais elle ne lui donna pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Une force insoupçonnée, née des cendres de son cœur brisé, la redressa. Sans une larme, sans un mot, elle se dégagea doucement de la main d'Édouard qui tenait encore son bras, un contact qui la brûlait désormais. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, son regard ne quittant jamais le sien, lui renvoyant le reflet de sa propre faillite. Puis, elle lui tourna le dos. Avec une grâce royale et une dignité qui stupéfièrent l'assemblée, elle traversa la salle de bal, la foule s'écartant sur son passage comme les eaux de la mer Rouge. Chaque pas était une affirmation silencieuse de son innocence et de sa condamnation de son manque de foi. Elle ne fuyait pas, elle se libérait. Elle franchit les portes dorées du salon et disparut dans la nuit, laissant derrière elle un prince pétrifié, un rival triomphant et le fracas assourdissant d'un amour qui venait de mourir. Ce ne fut que lorsque la porte se referma derrière elle que le son revint aux oreilles d'Édouard. Le brouhaha des invités, le rire sardonique de Laurent, tout lui parvint en même temps, une cacophonie insupportable. La brume du doute se dissipa, remplacée par la clarté aveuglante et horrible de son erreur. Il regarda les photos dans sa main, voyant maintenant les imperfections, les angles impossibles, la vérité du mensonge. Une rage froide et dévastatrice le submergea. Il attrapa Laurent par le col, son visage une furie contenue. « Tu vas le payer », gronda-t-il, avant de le jeter de côté comme un vulgaire déchet. Sans un regard pour l'assemblée scandalisée, il se rua à sa poursuite. Mais en arrivant dans la cour d'honneur, il ne vit que les feux arrière d'un taxi qui s'éloignait, emportant avec lui la seule femme qui avait su voir l'homme derrière le prince. Il était seul, au milieu de son royaume de faux semblants, réalisant qu'il avait gagné le monde mais perdu son âme. La pluie se mit à tomber, des larmes froides sur la pierre de son palais devenu prison. Si ce récit a éveillé en vous une tempête d'émotions, partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus touché et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo pour découvrir si le pardon est encore possible. Le taxi filait dans la nuit parisienne, un cocon de silence et de velours froid qui l'isolait du monde qu'elle venait de quitter. Camille ne pleurait pas. Les larmes semblaient être une ressource trop précieuse pour une douleur si abyssale, un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle était devenue une statue de glace, le cœur figé par la trahison la plus cruelle, celle qui ne vient pas d'un ennemi, mais de l'homme qui tenait votre âme entre ses mains. Les lumières de la ville se brouillaient à travers la vitre, des traînées de couleurs sans signification. Elle sentait encore le poids de la robe de soie sur sa peau, une parure d'humiliation qu'elle avait hâte d'arracher. Elle demanda au chauffeur de la conduire à la gare de Lyon, un point de départ vers n'importe où, vers un lieu où son nom ne signifierait rien, où le regard d'un prince ne pourrait plus jamais la briser. Elle n'emportait rien, si ce n'est les ruines de sa confiance et la dignité silencieuse de son départ, laissant derrière elle un palais, un prince et un amour qui s'étaient révélés n'être qu'une illusion dorée. Pendant ce temps, Édouard rentrait dans un château qui n'avait jamais semblé aussi vide et froid. La pluie s'était accrochée à son smoking, mais il ne sentait pas le froid, seulement le vide glacial laissé par son absence. Chaque pas dans le hall de marbre résonnait comme un coup de marteau sur le cercueil de son bonheur. La rage contre Laurent s'était consumée, ne laissant que les cendres amères du mépris de soi. Comment avait-il pu douter d'elle? Lui qui avait vu la reine sous le tablier de la serveuse, comment avait-il pu laisser l'ombre d'un soupçon ternir son image? Il monta les escaliers, passa devant sa chambre, la porte entr'ouverte sur un lit immaculé et une robe de bal abandonnée sur un fauteuil, tel un spectre de soie bleue. Il donna des ordres, sa voix rauque et brisée. Il mobilisa ses gardes, ses contacts, toute la puissance de son nom pour la retrouver. Mais il savait que ce n'était pas une question de puissance. Il avait perdu quelque chose qu'aucun royaume ne pouvait lui rendre, sa foi. La recherche commençait, mais c'était la quête d'un homme brisé, cherchant la moitié de son âme. Les premiers jours furent un brouillard d'anonymat. Camille avait pris le premier train pour le sud, s'arrêtant dans la ville de Lyon, un labyrinthe de rues anciennes, où elle espérait se perdre. Elle avait vendu la seule chose de valeur qu'elle portait,
un discret bracelet en platine, pour quelques centaines d'euros, assez pour louer une chambre modeste au-dessus d'une boulangerie. L'odeur du pain chaud chaque matin était un réconfort simple, un ancrage dans une réalité dépouillée de tout artifice. Elle acheta des vêtements d'occasion, des jeans et des pulls simples qui la rendaient invisible. Une femme parmi d'autres. Elle passait ses journées à marcher le long du Rhône, le visage caché par une écharpe, observant les vies des autres se dérouler avec une normalité qui lui semblait désormais extraordinaire. Elle ne pensait pas, elle ne sentait pas. Elle se contentait de survivre, mettant une distance physique et émotionnelle infranchissable entre la femme qu'elle était et le fantôme qu'elle était devenue. Une princesse en exil volontaire, cachée au cœur de la France. À Paris, la recherche d'Édouard était devenue une obsession qui consumait ses jours et ses nuits. Il avait transformé la grande bibliothèque en quartier général, des cartes de la France étalées sur les tables anciennes, des rapports de ses enquêteurs s'empilant sans résultat. Camille s'était évaporé. Il avait publiquement ruiné Laurent, exposant ses manipulations financières et ses mensonges, une vengeance froide qui ne lui apporta aucune satisfaction. Il avait affronté sa famille, la duchesse Isabelle le regardant avec un mélange de pitié et de « je te l'avais bien dit », et il lui avait annoncé que s'il ne la retrouvait pas, la couronne pouvait bien aller à un autre. Le prince arrogant avait disparu, remplacé par un homme hanté par le souvenir de ses yeux au moment où le doute était apparu dans les siens. Il passait des heures dans le petit bistrot de Montmartre, assis à leur table, essayant de respirer le même air, de retrouver une trace de la magie qu'il avait lui-même détruite. Sa transformation était silencieuse et profonde. Il perdait son royaume pour tenter de regagner son humanité. Un mois passa, puis deux. L'automne céda sa place aux premières morsures de l'hiver. Camille avait quitté Lyon, cherchant une solitude encore plus grande. Elle l'avait trouvé dans un petit village de pêcheurs en Bretagne, un lieu battu par les vents où la mer grise se confondait avec le ciel. Elle avait trouvé un travail dans une petite librairie-café, un havre de paix rempli de l'odeur du papier et du café. Les habitants, des gens simples et discrets, l'avaient acceptée sans poser de questions, la connaissant simplement comme Camille, la jeune femme silencieuse venue de la ville. Le rythme lent de la vie dicté par les marées commença à guérir les fissures de son âme. Elle marchait sur les plages désertes, laissant le vent salé emporter les derniers vestiges de sa vie passée. Elle n'était ni une héritière, ni la fiancée d'un prince. Elle était juste une femme qui apprenait à respirer à nouveau, seule. La douleur était toujours là, une braise sous la cendre, mais elle avait trouvé une forme de paix dans son exil, une force tranquille dans sa solitude. Édouard était au bord du désespoir. 2 mois de recherche infructueuse l'avaient laissé vider. Ses hommes lui conseillaient d'abandonner. C'est un soir, alors qu'il errait dans la chambre de Camille, devenu un sanctuaire inviolé, qu'il trouva un indice. Il n'avait jamais osé toucher à ses affaires, mais cette nuit-là, il prit un livre qu'elle avait laissé sur sa table de chevet, un recueil de poèmes de Baudelaire. En le feuilletant, une carte postale glissa et tomba sur le tapis. Elle représentait un phare solitaire sur une côte rocheuse et sauvage, le phare d'Eckmühl en Bretagne. Au dos, griffonné d'une écriture qu'il reconnut comme la sienne, quelques mots. « Un jour je retrouverai la paix ici ». Il se souvint alors d'une conversation fugace où elle lui avait parlé de cet endroit, un souvenir d'enfance, un refuge pour son âme. Ce n'était pas une preuve, juste une lueur d'espoir, mais c'était tout ce dont il avait besoin. Il se redressa, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux fatigués. Il n'enverrait personne. Il irait lui-même. La quête du prince était terminée, celle de l'homme commençait. La berline de luxe dévorait les kilomètres d'autoroute. Un monstre de technologie et de puissance, glissant à travers une France qui se faisait de plus en plus sauvage, à mesure qu'il approchait des côtes bretonnes. Mais à l'intérieur, l'homme au volant n'était plus un prince commandant son royaume, mais un pèlerin déchu en quête d'une relique sacrée. Édouard n'avait rien emporté, ni garde du corps, ni assistant, seulement la carte postale usée posée sur le siège passager et le poids insoutenable de son erreur. Chaque village traversé, chaque clocher pointant vers un ciel gris et bas, était un rappel de sa futilité. Il ne la cherchait pas avec la puissance de son nom, mais avec la fragilité de son espoir. La pluie fine, le crachin breton, commença à perler sur le pare-brise,
comme si le ciel lui-même pleurait sur cette quête insensée, lavant la carrosserie rutilante de la voiture, tentant vainement de purifier l'âme tourmentée de son conducteur. Arrivé dans la région du Finistère, le monde d'Édouard se rétrécit à une succession de ports de pêche battus par les vents et de tavernes sentant le sel et le regret. Son élégance parisienne détonnait violemment avec l'authenticité brute des lieux. Il montrait une simple photo d'elle, prise à son insu dans le bistrot de Montmartre, un cliché où elle riait, le visage illuminé. Mais il se heurtait à un mur de silence méfiant. Les marins au visage buriné par les embruns le toisaient, les commerçants hochaient négativement la tête. Personne ne connaissait cette femme au sourire éclatant. Chaque refus était une nouvelle vague qui venait s'écraser contre les digues de sa détermination. Il sentait la solitude de Camille, son désir de disparaître, et comprenait à quel point elle avait réussi. Elle s'était fondue dans ce paysage austère, devenant aussi insaisissable que la brume matinale qui s'accrochait aux falaises, et lui, le prince, n'était qu'un étranger impuissant sur ces terres d'exil. C'est finalement un vieil homme, un libraire à la retraite qui passait ses après-midi à refaire le monde, dans un café du port de Penmarch, qui lui offrit une piste. Il reconnut non pas son visage, mais la tristesse dans ses yeux. Une jeune femme comme ça, avec ce regard-là. Il y en a une qui travaille à la librairie du village voisin, le Guilvinec. Elle est silencieuse, polie. Elle semble porter le poids du monde sur ses épaules. Le cœur d'Édouard cessa de battre. Le Guilvinec. Le nom résonna en lui comme un gong. Il remercia le vieil homme, la voix étranglée par une émotion trop longtemps contenue, et reprit la route. Les quelques kilomètres qui le séparaient du village lui parurent une éternité. Il se gara loin de la rue principale, marchant sous la pluie fine, le col de son manteau relevé, s'avançant non pas comme un conquérant, mais comme un suppliant s'approchant d'un sanctuaire qu'il avait lui-même profané. Il la vit à travers la vitrine embuée de la petite librairie café, l'encre des mots. La vision lui coupa le souffle. Elle n'avait rien d'une princesse, rien d'une héritière. Vêtue d'un simple pull en laine et d'un jean, les cheveux relevés en un chignon désordonné, elle rangeait des livres sur une étagère. Un léger sourire flottait sur ses lèvres, alors qu'elle échangeait quelques mots avec une cliente âgée. Elle était si belle dans sa simplicité, si entière dans cette vie, qu'elle s'était reconstruite loin de lui, loin de tout. Il vit en elle non pas la femme qu'il avait perdue, mais celle qu'il n'avait jamais méritée, une flamme douce et résiliente qu'il avait failli éteindre par son orgueil stupide. La vitrine était une frontière invisible entre son monde de regrets et son havre de paix. Pendant un long moment, il resta là, immobile sous la pluie, un fantôme observant la vie qui aurait pu être la sienne, terrifié à l'idée de franchir le seuil et de tout détruire une seconde fois. Pourtant, il fallait qu'il le fasse. Prenant une profonde inspiration qui sembla lui brûler les poumons, il poussa la porte. Le tintement de la clochette fut le même que celui du bistrot parisien, un son cristallin qui brisa le silence feutré du lieu et figea le temps. Elle se retourna, son sourire s'effaçant instantanément pour laisser place à un masque de stupeur glaciale. Ses yeux, autrefois des fenêtres ouvertes sur son âme, se fermèrent, devenant deux éclats de glace impénétrables. La chaleur qu'il avait vue à travers la vitre s'évapora, remplacée par un froid polaire qui traversa la petite boutique. La cliente sentit la tension et s'éclipsa discrètement, les laissant seuls au milieu des livres, témoins silencieux de ce face-à-face impossible. Il n'y avait ni cris, ni larmes. Juste un silence assourdissant, un abîme de 2 mois de douleur et de trahison qui venait de s'ouvrir entre eux, plus large et plus profond que l'océan qui grondait à quelques mètres de là. Il fit un pas en avant, puis un autre, chaque mouvement lui coûtant un effort surhumain. Il ne tenta pas de la toucher, sachant que son contact la brûlerait. Camille. Sa voix n'était qu'un murmure rauque, brisé. Il n'y avait ni excuse ni justification dans ce seul mot, juste le poids infini de son nom sur ses lèvres. Elle ne scia pas. Sa propre voix, quand elle répondit, était calme, dénuée de toute émotion, une lame de glace tranchante. « Vous faites erreur, monsieur. Je ne connais aucune Camille. » Elle se détourna, commençant à essuyer le comptoir avec un chiffon, un geste banal et pourtant d'une violence inouïe, le traitant comme un simple client, un étranger. Alors, il posa sur le comptoir en bois un seul objet, une clé.
la clé de sa suite au seul hôtel du village. « Je ne partirai pas, dit-il doucement. Pas cette fois, je t'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. » Il ne demandait rien, il offrait sa présence, sa pénitence. La nouvelle bataille venait de commencer, non pas pour la reconquérir, mais pour mériter le droit d'être écouté. Il resta immobile, acceptant le mur de glace qu'elle avait érigé entre eux comme la première étape de sa pénitence. Le silence dans la librairie était profond, seulement troublé par le murmure lointain de l'océan et le tic-tac d'une vieille horloge. Camille continuait son geste mécanique, essuyant un comptoir déjà impeccable, ses jointures blanches sur le chiffon, chaque mouvement une négation de sa présence. Mais il voyait le léger tremblement de ses épaules, la tension dans sa nuque. Elle n'était pas indifférente, elle était en guerre avec elle-même, luttant contre le fantôme de l'homme qu'elle avait aimé et la réalité de celui qui l'avait trahi. La clé en laiton reposait sur le bois sombre, un objet incongru, un pont fragile jeté au-dessus d'un abîme de douleur. Il attendit, lui offrant le respect de son espace, de son silence, comprenant que la précipitation avait été son premier péché et que la patience devait être sa rédemption. Il n'était plus un prince venu la réclamer, mais un homme naufragé espérant atteindre son rivage. Finalement, sa voix s'éleva, basse et éraillée par des mois de regret. « Je n'ai aucune excuse, » commença-t-il, chaque mot arraché à son âme. « Cette nuit-là, au bal, quand j'ai vu le doute dans tes yeux, ce n'était que le reflet du mien. Mon orgueil, la méfiance dans laquelle j'ai été élevé, tout cela a créé un poison en moi. J'ai regardé les mensonges d'un homme vil et, pour une seconde, j'ai oublié la vérité que je lisais dans ton cœur depuis notre première rencontre. Cette seconde a suffi à tout détruire. J'ai passé chaque jour depuis à revivre cet instant, à me haïr pour l'homme que j'étais. J'ai bâti ma vie sur le pouvoir et le contrôle, et je n'ai réalisé que lorsque tu es parti, que je ne contrôlais rien, que sans ta confiance, mon royaume n'était qu'une prison de solitude dorée. J'ai tout perdu en te perdant, Camille. Mais la seule chose qui m'importe, c'est de t'avoir perdu, toi. » Sa confession était brute, sans fioriture, l'autopsie d'un cœur qui avait failli. Le chiffon tomba de la main de Camille. Une larme solitaire, qu'elle avait retenue si longtemps, traça un chemin silencieux sur sa joue. Elle ne se retourna pas encore, mais son corps tout entier semblait l'écouter, absorber ses paroles comme une terre aride absorbe la première pluie après une longue sécheresse. Le prince arrogant qu'il avait enlevé de l'autel, qu'il avait exhibé comme un trophée, avait disparu. À sa place se tenait un homme brisé, dépouillé de toute son armure. Elle se souvint de la vulnérabilité qu'elle avait perçue en lui dans le bistrot, cette fêlure qu'elle avait tant aimée et qu'il avait ensuite cachée sous des couches de pouvoir. Lentement, elle se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient emplis d'une tristesse infinie, mais aussi d'une lueur de l'ancienne flamme. Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait le poids de tout leur passé. « Comment pourrais-je jamais te faire confiance à nouveau, Édouard? Les mots sont faciles. La foi, une fois brisée, ne se répare pas. » Il hocha la tête, acceptant la vérité de ses paroles. « Je le sais. C'est pourquoi je ne suis pas venu avec des promesses, mais avec une preuve. » Il glissa la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit non pas un bijou, mais une lettre pliée, portant le sceau officiel de la maison royale. Il la posa délicatement sur le comptoir, à côté de la clé. « Ceci est ma lettre d'abdication. Je l'ai signée le lendemain de ton départ. Elle n'attendait que d'être rendue publique. Je ne suis plus l'héritier du trône. J'ai renoncé à tout cela il y a des mois. Parce que j'ai compris une chose, je préfère être un homme simple avec toi, même si tu ne me pardonnes jamais qu'un roi sans toi. Ce n'est pas un geste pour te reconquérir, c'est la seule façon pour moi de redevenir l'homme qui a osé te regarder dans les yeux dans ce bistrot. Un homme qui ne possède rien d'autre que ce qu'il ressent. » Le papier officiel sur le bois usé était le symbole ultime de son choix, son âme contre un empire. Le souffle de Camille se bloqua dans sa poitrine. Ses doigts tremblants se tendirent et effleurèrent le papier épais, le sceau de cire rouge. C'était réel. Le sacrifice n'était pas une parole en l'air, c'était un acte irrévocable et silencieux. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle ne vit plus le prince, ni le ravisseur, ni l'homme qui avait douté. Elle vit Édouard. Juste Édouard.
un homme qui avait tout jeté pour une chance de se racheter à ses propres yeux, avant même de le faire aux siens. Le barrage de glace autour de son cœur se brisa, libérant un flot d'émotions si puissant qu'il la fit chanceler. Il fit un pas en avant et la rattrapa, ses mains se posant doucement sur ses bras. Elle ne le repoussa pas. Au lieu de cela, elle s'effondra contre lui, son visage enfoui dans son manteau qui sentait la pluie et le froid, et elle pleura. Elle pleurait pour la douleur, pour la solitude et pour l'espoir fragile qui venait de renaître. Il la serra contre lui, le menton posé sur ses cheveux, fermant les yeux, savourant ce contact comme une grâce divine. Ils restèrent ainsi un long moment, au milieu des livres et des ombres grandissantes, tandis que le jour déclinait sur la côte bretonne. Les larmes se tarirent, laissant place à une paix profonde et nouvelle. Il n'y avait plus de lutte, plus de ressentiment, seulement la vérité de deux âmes qui s'étaient retrouvées. « Restons ici », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Pas pour toujours, juste pour un temps, loin de Paris, des titres, des fantômes. » Il resserra son étreinte. « Aussi longtemps que tu le voudras. » C'était leur pacte, leur nouveau commencement. Pas un retour à une vie de palais, mais la construction d'une vie simple, ici, dans ce havre de paix. Ils passeraient les semaines suivantes à se redécouvrir, à guérir ensemble, à marcher sur la plage main dans la main. La lettre d'abdication et la clé de l'autel restèrent sur le comptoir, symbole d'un passé sacrifié et d'un futur à écrire. La consécration de leur amour ne serait pas une couronne ou une cérémonie, mais le quotidien partagé, la confiance reconstruite, un matin à la fois. Un an s'était écoulé, une année entière tissée de sel, de vent et de silence réparateur sur la côte bretonne. Le temps avait passé non pas en jours, mais en marée, lavant les dernières traces de la douleur et de la trahison. Le jour de leur véritable mariage n'eut rien de la splendeur glaciale de la cathédrale parisienne. Il n'y avait ni orgue majestueux, ni foule de curieux, mais le chant des mouettes et le murmure de l'océan s'écrasant contre les falaises. La cérémonie eut lieu au sommet d'un promontoire rocheux, sous un ciel immense et changeant. Camille portait une robe simple, de couleur crème, qui dansait avec la brise, ses cheveux libres de tout voile, ornés seulement de quelques fleurs sauvages. Les seuls invités étaient le vieux couple de la boulangerie, le libraire à la retraite et quelques pêcheurs dont l'amitié discrète les avait protégés. Édouard se tenait à ses côtés, non pas en prince, mais en homme, le visage buriné par le soleil et l'air marin, ses yeux ne reflétant plus le poids d'une couronne, mais la lumière infinie de son amour pour elle. Devant la mère du petit village, leurs vœux résonnèrent avec la force d'une vérité durement acquise. Édouard, sa voix ferme mais chargée d'une humilité nouvelle, ne jura pas de lui offrir un royaume, mais de ne plus jamais laisser l'ombre du doute obscurcir la lumière de son cœur. Il parla de sa faillite en tant qu'homme, de sa reconstruction patiente à ses côtés, et promit d'être le gardien de sa confiance, un trésor bien plus précieux que tous les joyaux de sa lignée. Quand vint le tour de Camille, ces mots furent un hymne à la liberté retrouvée. Elle ne promit pas obéissance, mais un partenariat. Elle ne parla pas de devoir, mais de choix. Elle parla de la femme qu'elle était devenue grâce à lui, non pas parce qu'il l'avait sauvée, mais parce qu'en la perdant, il lui avait permis de se trouver elle-même. En échangeant des alliances simples, forgées par un artisan local, ils scellèrent non pas un contrat, mais une promesse, celle d'un amour qui avait survécu à la tempête et qui était désormais aussi solide et immuable que les rochers sur lesquels ils se tenaient. Leur nouvelle vie avait pris racine dans la simplicité qu'ils avaient choisie. Ils avaient racheté la petite librairie café, l'encre des mots, et en avaient fait leur foyer et leur projet commun. Leur matinée commençait par le parfum du café, se mêlant à celui des vieux livres, et leur journée était rythmée par les conversations avec les habitants et les longues promenades sur la plage avec leurs chiens, un bâtard qu'ils avaient recueilli. Édouard, qui avait autrefois dirigé des conseils d'administration, trouvait une joie profonde à construire des étagères et à débattre de littérature avec les clients. Camille, libérée du poids de son nom, s'épanouissait, organisant des cercles de lecture et des ateliers pour les enfants du village. La nouvelle de la chute de Laurent, ruiné et socialement ostracisé après que ses manigances furent révélées, leur parvint comme un écho lointain d'un autre monde. Même la duchesse Isabelle leur avait envoyé une lettre, non pas d'excuses, mais de paix résignée, admettant que jamais elle n'avait vu son neveu aussi complet.
Leur premier retour à Paris, 1 an plus tard, ne fut pas une fuite, mais un pèlerinage. Ils ne cherchèrent pas à revoir les palais ou les salles de bal, mais se dirigèrent directement vers le petit bistrot de Montmartre où tout avait commencé. L'endroit n'avait pas changé, avec ses tables en bois usées et son atmosphère chaleureuse. Ils s'assirent à la même table dans le coin sombre, non plus comme 2 âmes en exil se cachant du monde, mais comme un couple uni, serein dans la lumière du jour. Le propriétaire, les reconnaissant, leur offrit le café avec un sourire entendu, sans poser de questions. Tenir la main de Camille dans ce lieu à la vue de tous était pour Édouard un acte plus puissant que n'importe quelle proclamation royale. Il n'était plus la princesse déguisée et le prince mystérieux, mais simplement Camille et Édouard, 2 personnes dont l'histoire d'amour avait trouvé son point d'ancrage, non pas dans un château, mais sur la banquette usée d'un café parisien, un symbole de leur authenticité reconquise. Le véritable chef-d'œuvre de la rédemption d'Édouard, cependant, les attendait dans le 7e arrondissement. Il conduisit Camille devant l'imposant hôtel particulier qui avait été sa prison dorée. Mais au lieu de grilles fermées, les portes étaient grandes ouvertes. Au-dessus du portail, une plaque de laiton brillait, Fondation Camille Delacroix, pour l'art et l'éducation. Il avait utilisé la dernière parcelle de sa fortune personnelle, non pas pour lui-même, mais pour créer un lieu qui honorait sa passion. L'intérieur, autrefois froid et intimidant, avait été transformé en galerie lumineuse et en ateliers ouverts aux jeunes artistes sans moyens. C'était sa manière de réparer le passé, de transformer un symbole de pouvoir et de captivité en un havre de création et de liberté. En voyant son nom, non pas associé à un scandale mais à un espoir, Camille comprit la profondeur de sa transformation. Il n'avait pas seulement renoncé à sa couronne, il avait redéfini la nature même de son héritage, le fondant non plus sur le sang, mais sur la beauté et le partage. Ce soir-là, de retour dans leur maison face à l'océan, ils se tinrent près de la fenêtre, regardant la lune tracer un chemin d'argent sur les vagues sombres. Le silence entre eux était confortable, une toile sur laquelle leur avenir pouvait se peindre. Il n'y avait plus de secret, plus de peur. Il prit sa main, non avec l'urgence du ravisseur qui l'avait arraché à l'autel, mais avec la tendre certitude d'un homme qui avait trouvé son port. Elle posa sa tête sur son épaule, sentant le rythme calme de sa respiration. La princesse déguisée avait trouvé un homme qui voyait la reine en elle, et le prince orgueilleux avait trouvé une femme qui lui avait appris que la seule véritable souveraineté est celle que l'on exerce sur son propre cœur. Leur royaume n'était pas fait de terre et de pierre, mais de confiance regagnée, de pardon silencieux et de la promesse infinie de chaque matin partagé face à la mer.